M. Teston avait demandé la parole. Merci Madame la Présidente. Il est effectivement très important d'obtenir des explications sur les écarts de coûts par rapport aux évaluations initiales. Mais ces écarts de coûts m'amènent aussi à poser une autre question. Est-ce que finalement, une autre solution que celle retenue pour la mise en œuvre de l'écotaxe poids lourds n'aurait pas coûté moins cher à la collectivité? Donc c'est ma question. Ça pose la question de la comparaison que vous avez évoquée entre un marché global et puis l'externalisation, sur lequel vous n'avez pas beaucoup apporté d'éléments précis. Et ça serait bien qu'on puisse savoir si vous avez mené cette réflexion et cette comparaison qui est importante. Et puis ma seconde question suit ce qu'a dit M. Mocor quand il a fait état de l'avis du Conseil d'État qui autorise l'externalisation sous 3 conditions. Et quelles sont ces 3 conditions et ont-elles été scrupuleusement respectées? Alors, sur les éléments de comparaison, il faut voir que les éléments qui sont présentés en termes de coût du dispositif, en fait, correspondent aux éléments unitaires, c'est-à-dire une évaluation de ce que coûte un équipement embarqué, un portique de contrôle automatique, un système central, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des éléments qui ont été chiffrés, en fait, indépendamment de la manière dont on allait les réaliser. C'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez juste les blocs, que les blocs soient pris globalement ou séparément, en fait, le coût unitaire du bloc ne change pas. En revanche, ce qui va changer, c'est effectivement la durée de passation des procédures, éventuellement les coûts de contractualisation, etc. Mais pris unitairement, en fait, il n'y a pas forcément énormément de différences. Les seules différences, d'ailleurs, qui apparaissent sont plutôt après dans le financement global, puisqu'en contrat de partenariat, on est en préfinancement, donc il y a un coût de portage financier qui apparaît, qui se rajoute et qu'on voit bien dans les évaluations préalables. Mais sinon, au niveau purement technique, la comparaison bloc à bloc, comme je vous le disais tout à l'heure, puisque les écarts, notamment si on en vient au coût unitaire des portiques, etc., en fait, cela, quel que soit le mode de réalisation contractuel, il n'y a pas d'incidence. D'accord ? Alors, après, sur les autres solutions, en fait, il n'y a pas, je dirais, de solution alternative tant qu'on reste dans l'utilisateur payeur. Si on s'écarte de l'utilisateur payeur, effectivement, là, on peut retomber sur les assises sur les carburants, sur les vignettes, ou etc., où là, on n'a pas forcément besoin de la même technologie pour collecter, mais en revanche, on ne va pas du tout collecter la même chose. En particulier, les solutions de vignettes, par exemple, qui sont encadrées, là aussi, par la directive Eurovignette, et qui sont notamment plafonnées, conduisent à des ressources qui sont très nettement inférieures. Et au final, le bénéfice, c'est-à-dire que si le coût est moindre, la recette est de toute façon tellement moindre que la recette nette qui reste est de toute façon très significativement inférieure. Donc ça, c'est ce qui avait effectivement été regardé. Après, effectivement, sur les assises sur les carburants, etc., là, ce sont d'autres voies qui n'ont pas effectivement les mêmes coûts de déploiement, puisqu'on n'est pas sur le même principe. En revanche, dès qu'on est sur l'application du principe utilisateur-payeur, on va nécessairement vers des technologies qui visent effectivement à identifier de manière précise les trajets effectués par les véhicules, et où là, je dirais que les solutions technologiques sont celles qu'on connaît dans les différents pays. Et juste avant de redonner la parole à Madame le rapporteur, pourquoi vous avez demandé l'installation de 6 portiques sur le réseau non taxable? Alors, c'est justement une partie de la réponse sur le contrôle des étrangers. Parce qu'en fait, aujourd'hui, pour assurer en fait, la perception auprès des redevables étrangers, qui est effectivement une problématique qui nous préoccupe, il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier élément de réponse, c'est justement quand même l'interopérabilité avec les sociétés de télépéage. Aujourd'hui, une majorité de véhicules étrangers qui sont justement déjà amenés à traverser la France ont des abonnements de télépéage. Via les abonnements, avec le schéma de responsabilité qui est mis en place, de toute façon, la taxe sera collectée, elle est garantie par les SHT et par Ecomove. Donc il n'y a pas de problème en fait, de non-recouvrement pour les abonnés. Subsiste effectivement le sujet des non-abonnés qui peuvent ne pas prendre d'équipement embarqué.
ou qui pourraient ne pas se déclarer. C'est exactement la même chose. Et justement, ces véhicules-là, il est effectivement difficile de les poursuivre. Pour faciliter les contrôles manuels, puisque dans ce cadre-là, effectivement, la seule procédure pour les intercepter, c'est d'effectuer des contrôles manuels, puisqu'on n'a pas forcément leur adresse dans le dispositif, ils ne sont pas immatriculés dans le système français. Ce sont les agents, effectivement, des douanes, de la police, des CTT ou des contrôleurs des transports terrestres qui vont avoir à les intercepter. Et en fait, le procédé qu'on a retenu au niveau technique, c'est d'installer des dispositifs de contrôle automatique à certains points stratégiques en proximité de barrières de péage existantes, c'est-à-dire de points où en fait les véhicules peuvent être arrêtés. Et le mécanisme en fait qui est envisagé, c'est tout simplement lorsque des forces à pied sont déployées sur ces barrières, de leur donner, grâce au portique, un moyen d'information rapide, visuelle, sur la nature éventuelle d'anomalies qui auraient été repérées pour ce véhicule précédemment. Et donc en fait, c'est une aide au ciblage des véhicules qui est fournie aux agents en cas de contrôle. Et en fait, c'est le moyen qui nous a paru relativement efficace pour effectivement améliorer l'efficacité des contrôles à pied, notamment sur ces redevables. Sachant que, contrairement à ce qui a été parfois compris, ces dispositifs de contrôle automatique ne fonctionnent pas en continu et en temps réel. Ils n'ont que pour objet d'informer les agents à pied par l'émission d'un signal visuel de la situation en anomalie d'un véhicule qui passe sous le portique. Donc c'est pour ça qu'ils sont implantés à proximité visuelle en fait, des barrières de péage. Donc il y en a 6 effectivement qui ont été retenus, qui sont aux principaux points d'entrée du territoire, éventuellement décalés notamment sur l'A8 dans le sud de la France, parce que là la frontière elle-même est complexe au niveau géométrique. Mais c'est la vocation en fait de ces dispositifs. Donc ils ne sont pas amenés à fonctionner tout le temps, ils sont amenés à aider au ciblage lors de contrôles à pied aux barrières de péage. Question peut-être stupide alors, pourquoi refaire des portiques et ne pas mettre ce système de contrôle à l'entrée au péage même? Alors le problème c'est qu'au péage même, vous ne pouvez plus retenir le véhicule. C'est-à-dire qu'en fait l'idée c'est d'avoir l'information visuelle avant son arrivée à la barrière et de pouvoir éventuellement l'intercepter, sachant que, s'agissant de poids lourds, le développement aujourd'hui du péage sans arrêt pour les poids lourds étant déjà bien engagé, il faut les intercepter quand même dans de bonnes conditions. Donc à ce moment-là, ça oblige les concessionnaires à stopper le péage sans arrêt, et il est préférable en fait d'arrêter les véhicules au niveau de la barrière plutôt qu'après. Une fois qu'il est rentré, en général, sur l'autoroute, on sait où le retrouver. Je pense que les douanes savent travailler sur ce sujet-là, mais bon. Vous avez dit que ça concerne que les camions étrangers? Non. Nous ne l'avons pas exposé comme ça non plus dans toutes les instances, mais l'idée c'est d'aider au ciblage des véhicules, c'est-à-dire que le portique... c'est tous les véhicules, c'est-à-dire que le portique, lui, effectivement, Madame la Présidente, merci d'ailleurs de poser cette question-là, le portique, lui, ne fait pas la distinction entre véhicules français et véhicules étrangers. En revanche, il va signaler tous les véhicules en anomalie, il appartient ensuite aux agents sur place, éventuellement de compléter leur ciblage. Alors, évidemment, nous avons bien noté que cette question avait été posée et effectivement, nous avons été assez peu disertes jusqu'à maintenant sur les méthodes de contrôle qu'on envisage. Et effectivement, je pense qu'il n'est pas de l'intérêt de l'État d'aller rentrer trop dans le détail des différentes stratégies de contrôle qu'on avait mis en place. Mais enfin, ce point-là ayant été évoqué, nous avons répondu. Donc, je rappelle, dans les informations publiques, effectivement, je rappelle qu'on a quand même 5 types de contrôles différents. Il y a les contrôles automatiques fixes, donc les portiques que tout le monde connaît. Il y a des dispositifs de contrôle automatique déplaçables, l'idée étant, tout en ayant un investissement moindre, d'avoir une couverture des points de contrôle divers sur le territoire avec une moindre prévisibilité pour les éventuels fraudeurs. Ces 2 dispositifs de contrôle automatique sont exploités par Ecomove. Ensuite, il y a du contrôle effectivement sur le terrain sous 2 formes. Le contrôle, comme l'a baptisé Olivier, à pied avec les 4 forces qui aujourd'hui contrôlent les poids lourds. Et il y a également un 4e dispositif de contrôle, ce qu'on appelle manuel mobile, qui sera des dispositifs installés sur des véhicules. Aujourd'hui, il est prévu que ça soit équipé, certains véhicules des douanes soient équipés de ce dispositif qui, là, effectivement, pourra contrôler des véhicules en circulation.
les limites du contrôle à pied étant, c'est évident, mais il faut peut-être le rappeler, la nécessité d'arrêter les poids lourds, ce qui est une opération de toute façon extrêmement lourde. Et le 5e dispositif de contrôle est le contrôle a posteriori en entreprise par les douanes et les contrôleurs des transports terrestres, mais qui ne concerne qu'une partie des redevables, puisque ce sont les redevables français. Et enfin, pour compléter rapidement ce point sur le contrôle, et en particulier vis-à-vis des étrangers, pour contrebalancer le contrôle en entreprise peut-être, je rappelle que les douanes, tels qu'ils l'ont exposé la semaine dernière, développent aussi des accords inter-administration avec les douanes européennes. Évidemment, ces accords-là, on envisage de les mettre en œuvre pour des montants significatifs. Mais là aussi, une fraude systématique de véhicules étrangers, le contrôle automatique enregistrant les plaques d'immatriculation permettra de déclencher des interventions, y compris à l'étranger si nécessaire. Je voudrais revenir il y avait une question auquel on n'a pas répondu sur l'encadrement d'Ecomove. Donc, si vous permettez, je vais y répondre. Alors, l'avis du Conseil d'État, je n'ai pas dit qu'il y avait 3 conditions, je ne pense pas. En tout cas, il y a différentes conditions et un encadrement nécessaire. Est-ce qu'il a été suivi? Bien évidemment. Il a été d'abord dans la description des missions externalisables, qui est donc dans l'article 153 de la loi de finances pour 2009. Et en particulier, certaines missions sont externalisables, d'autres ne le sont pas. On a cité le contrôle physique qui reste aux forces de l'ordre, le recouvrement forcé qui reste du domaine des douanes. Ensuite, ce commissionnement a été précisé par un décret en Conseil d'État. Il faut savoir, il faut rappeler que la plupart des décrets, la vingtaine de décrets qui a été pris en application de la loi sur l'écotaxe sont quasiment tous des décrets en Conseil d'État, et donc ont été particulièrement... Ce décret sur la définition du commissionnement a été effectivement revu et en partie rédigé par le Conseil d'État, qui nous a beaucoup aidés pour bien préciser ce qui était possible de faire et la façon dont l'État devait le contrôler. Et un des points notables, et ça avait été vu pendant la procédure, c'est que les missions qui sont externalisées au partenaire privé qui sera titulaire du commissionnement ne peuvent pas être sous-traitées par ce même partenaire privé à un de ses sous-traitants. Et ça recouvre notamment toutes les missions qui nécessitent d'avoir accès aux données fiscales, y compris le centre d'appel, puisque un redevable peut demander des informations sur son cas précis, peut demander à payer un manquement. Donc ces missions doivent, on a obligé le partenaire privé à assurer lui-même ses fonctions, ce qui explique, mais ça c'est connu, le nombre de personnels embauchés ou en prévision d'embauche par la société Ecomove. Voilà, je pense. Je voudrais revenir donc sur le coût global de ce dossier, et notamment puisque vous nous avez proposé de nous faire un petit tableau avec les dérives et le pourquoi des dérives du chiffre de 231 millions d'euros avec cette technique-là. Je suppose que vous pouvez nous produire la même chose, parce que c'est au cours du dialogue compétitif, j'imagine que c'est instauré cette dérive. Donc l'autre technologie a aussi été soumise au dialogue compétitif, ou en tout cas à des exigences peut-être affinées de l'État. J'imagine pas que c'est venu tout seul comme ça. Et en tout état de cause, donc l'autre technologie qui était étudiée a dû subir le même type d'investigation et sans doute de modification et d'avenant. Donc, est-ce qu'on aura les mêmes informations pour l'autre technologie? Non. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, toute la procédure de dévolution en fait, du contrat, y compris le dialogue, était sur des spécifications ouvertes. C'est-à-dire que les candidats étaient libres de choisir la technologie avec laquelle ils voulaient répondre. Il se trouve que nous n'avons eu que des réponses en technologie satellitaire. Tout au long du dialogue, nous n'avons pas voulu fermer ces opportunités, donc permettre éventuellement un retour en arrière, un candidat qui aurait changé en cours de route de technologie. On l'a laissé possible, on ne l'a pas observé. Donc en fait, nous n'avons, au cours du dialogue compétitif, eu des éléments exclusivement sur la technologie satellitaire. Madame la rapporteure, si vous avez encore une question, il y a juste le président Sueur qui voudra intervenir.
Non, après, mon autre question, elle était sur la rémunération, le loyer donc versé à Ecomove, puisqu'ils nous ont dit, lors de leur première audition publique, ils ont réparti le montant du loyer en plusieurs choses. Ils nous ont parlé donc de 96 millions d'euros de rémunération fixe annuelle, 47 millions d'euros de frais de maintenance, 8 millions d'euros de gros entretiens par an, et 64 millions d'euros de rémunération variable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les éléments de variabilité de cette rémunération de 64 millions d'euros? Alors en fait, la rémunération vise à couvrir les coûts, et notamment les coûts d'exploitation du dispositif. Ce qui détermine en fait les coûts d'exploitation dans le dispositif satellitaire, c'est au premier lieu le volume de communication entre les équipements embarqués et les systèmes centraux. C'est-à-dire qu'effectivement, à chaque franchissement de point de tarification, vous avez des échanges, alors une partie de calcul dans les équipements, puis il y a des transmissions, ce n'est pas forcément à chaque point de tarification, mais en tout cas, il y a un volume de transmission d'informations qui est un des principaux coefficients directeurs des coûts d'exploitation. Ensuite, vous avez les équipements embarqués qui circulent, qui sont effectivement rémunérés pour le service qu'ils procurent, et évidemment, on ne les prend en compte que s'ils fonctionnent. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un équipement embarqué mais qui le laisse dans son garage, il n'y a pas lieu, effectivement, de donner une rémunération à Ecomove. Ensuite, en ce qui concerne le système de distribution, c'est-à-dire la remise, la délivrance des équipements embarqués aux redevables, bien entendu, chaque opération, donc délivrance, retrait, récupération, a un coût, et donc il est couvert aussi par cette rémunération. Ensuite, nous avons les coûts des garanties, puisque des garanties sont exigées de la part d'Ecomove vis-à-vis des sociétés de télépéage et de la part de l'État vis-à-vis d'Ecomove. En fait, ce sont des garanties financières à première demande qui sont calées sur le volume de la taxe, alors en règle générale les encours mensuels, et il y a des coûts qui sont liés à ces encours. Là aussi, ils varient en fonction des volumes, des transactions, etc. Ensuite, vous avez une dernière partie qui concerne tout ce qui est le volet performance, en fait, où là, l'État paye à Ecomove des bonus ou pénalités qui sont dimensionnés en fonction de l'atteinte ou non des objectifs de performance prévus au contrat. Donc voilà, en gros, la part variable de la rémunération liée à l'exploitation. Oui, il y aurait beaucoup à dire. Il faudrait qu'on parle aussi de la créance d'AI, mais on y reviendra peut-être après, qui a été quand même sensiblement accrue dans le dialogue compétitif, justement. Et c'était une observation de la MAP dans son deuxième rapport dont on n'a pas tenu compte. Ça aussi, mais on y reviendra après. Je voudrais profiter quand même de la présence du président Sueur pour qu'il puisse vous interroger. Merci Madame la Présidente. Je reviendrai sur certains points évoqués par vous-même et par Madame le rapporteur. Vous avez tout à l'heure dit, mais je ne voudrais pas simplifier vos propos, qu'en quelque sorte il y avait des incertitudes quant aux manières de procéder qui avaient conduit à mettre en place un dialogue compétitif. Traditionnellement, on considère que quand la puissance publique veut mettre en œuvre un projet, elle définit le projet et puis elle s'emploie à trouver des acteurs pour réaliser le projet. Avec le dialogue compétitif, tout change. Et je voudrais, d'audition en audition, essayer d'approfondir cette question complexe, parce qu'avec le dialogue compétitif, il n'y a pas une règle du jeu au départ, et des concurrents. Il y a des concurrents qui sont coproducteurs de la règle du jeu. Donc à chaque moment, la règle peut changer. C'est la nature du dialogue compétitif. Et je ne réussis pas à savoir ce qui s'est exactement passé. Alors vous allez nous éclairer. Le dialogue compétitif suppose que les candidats puissent faire des propositions. Je pense qu'en l'espèce, les candidats ont fait des propositions. Je
nous allons avoir, je crois, le calendrier global du processus, nous expliquant comment chaque proposition nouvelle a été faite et comment elle a été signifiée à l'ensemble des concurrents, de telle manière que chaque concurrent soit à chaque étape au même niveau d'information. Comment, par un processus itératif, on a avancé de suggestion en suggestion jusqu'à une décision finale. Alors certains nous ont dit, parmi les personnes que nous avons auditionnées, que les différentes propositions des différents candidats avaient été examinées successivement. D'autres nous ont dit qu'il en avait été tenu compte et que l'État avait in fine présenté un cahier des charges revu, eu égard aux propositions faites. Qu'en est-il exactement? Deuxièmement, êtes-vous intimement persuadé que le partenariat public-privé, en l'espèce, était une bonne méthode? Ou qu'est-ce qui fait, quels sont les arguments décisifs qui ont fait que ex ante, c'est-à-dire avant toute chose, et alors qu'on ne savait pas qui serait candidat au PPP, on ne savait pas non plus qui serait candidat à un marché classique, il a été décidé que le mieux serait qu'il y eût un partenariat public-privé. Est-ce que vous êtes à l'aise avec cela? Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que le mode, est-ce que dans ces cas-là, le PPP, c'est une sorte de pari pascalien? Une sorte de choix comme cela. On pense que c'est mieux. Mais quand je dis on pense que c'est mieux, j'exerce ma raison critique et je me dis comment j'en viens à penser que c'est mieux. Alors on va laisser répondre. Enfin, un dernier mot. J'ai appris au fil des séances que les fameux portiques, parce que tout le monde parle des portiques, il faut bien voir que c'est ce qui se voit dans le paysage. Ce ne sont pas forcément des œuvres d'art qui glorifient notre siècle, mais enfin, il y a des portiques. Servaient uniquement à contrôler, mais ne servaient en rien à percevoir les sommes. Je crois avoir compris cela. Et depuis le début, je dois vous dire que j'y pense même la nuit quelquefois. Je me dis, mais était-il absolument nécessaire d'installer tous ces portiques pour contrôler? Est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir divers types de contrôles, ne serait-ce que par les forces de la police nationale, de la gendarmerie, qui eussent épargné, à notre vue, ces portiques, à ceux qui veulent les éliminer, la tentation de le faire, et à la collectivité publique de dépenser quelques sommes que l'on eût pu investir dans d'autres champs. Voilà ce que je voulais vous dire. Excusez-moi, c'est peut-être un peu impressionniste, mais enfin, ça correspond à ma perception. Allez, comme il ne nous reste qu'une petite demi-heure, on va essayer de répondre. Très bien. Alors, je vais donc répondre sur le choix du dialogue compétitif et plus précisément la façon dont il a pu être conduit. Alors, sans rentrer dans le détail, puisqu'effectivement, on vous communiquera des éléments par écrit plus précis sur le déroulé. Le dialogue compétitif permet effectivement de faire évoluer, comme vous le dites, la règle du jeu, permet même d'avoir un cahier des charges différent à la fin entre les différents acteurs, ce qui rend la comparaison des offres particulièrement difficile. C'est ce que j'ai compris. Néanmoins, ce n'est pas ce que nous avons fait. Donc, je ne vais pas m'étendre plus à même. On avait étudié... De vous interrompre, mais c'est grave. Parce que moi, j'avais compris que le dialogue compétitif permettait aux différents concurrents de faire des suggestions qui étaient retenues ou qui n'étaient pas retenues, mais qu'à tout moment, les candidats étaient à égalité. Donc, il n'y avait pas une solution sur mesure pour chaque candidat, mais une solution qui était soumise à l'ensemble des candidats, fût-elle évolutive. Ce que je voulais dire, c'est que le dialogue compétitif est une procédure qui est très souple. Néanmoins, nous n'avons pas effectivement utilisé toute la souplesse envisagée. En particulier, on s'était posé la question si on avait eu des offres de technologies différentes
où effectivement, pour pouvoir établir un contrat et une offre ferme, on aurait peut-être eu besoin d'avoir un cahier des charges, en tout cas plus fin, plus compliqué. La façon dont ça s'est passé, c'est qu'effectivement, donc, comme on l'a rappelé en mars 2009, enfin, où la publication date de 5 mai 2009, il y a eu l'appel à la candidature. Nous avons les candidatures en juin. On a choisi les candidats à l'automne. On a eu une première explication avec eux, l'ensemble des candidats. Il faut savoir que donc, dans la procédure, 4 candidats ont participé à la procédure de bout en bout. Nous avons tenu à ce que chaque audition se fasse dans des délais courts. C'est-à-dire qu'on recevait les 4 candidats en 2 jours, en 4 demi-journées, la même durée, sur les mêmes sujets et le même ordre de jour. Quel que soit le type d'audition. Nous avons demandé aux candidats à la fin de l'année 2009 une proposition initiale qui a été remise en janvier 2010 par chacun des 4 candidats. À partir de là, nous avons fait des auditions thématiques sur les sujets techniques pour comprendre leur offre, pour corriger certaines incompréhensions qu'il y aurait pu y avoir. Et de nous adapter effectivement notre cahier des charges, comme l'a dit Olivier rapidement, par exemple, nous avons constaté que, sans avoir exactement les mêmes prix, les dispositifs de contrôle automatique étaient plus chers que ce à quoi on s'attendait, et donc on a optimisé notre cahier des charges en réduisant le nombre de portiques jusqu'à obtenir un compromis qui nous paraissait le plus efficace possible par rapport effectivement à une pression de contrôle. Il faut se souvenir que si on réduit trop la pression de contrôle et qu'on a 1% de fraude supplémentaire, on va perdre 100 millions de recettes par an pendant 11 ans et demi. Donc, sur ces études et ces évaluations qui ne sont pas forcément, le dialogue a été essayé de conduire relativement rapidement. Il y a eu un arbitrage aussi entre le temps qu'on passait à conduire la procédure et la précision du cahier des charges. Nous ont conduit à faire un dossier de demande d'offre finale strictement identique pour les 4 candidats, qui leur a été remis en juillet 2010 et qui nous a permis donc de trancher sur le classement, donc 2-3 offres, puisque la 4e offre n'était pas recevable. Donc voilà comment rapidement s'est passée la procédure. Donc effectivement, vous aurez le calendrier exact de toutes les réunions qui ont été tenues. Mais finalement, le fait que ce soit un dialogue compétitif n'a été dans la conduite du projet par rapport à un appel d'offres plus classique, uniquement caractérisé par le fait que le cahier des charges définitif a été déterminé et communiqué aux candidats en juillet 2010 et non en mars 2009, au moment où on a lancé la procédure. Alors, M. Dantec a demandé à nouveau la parole. Je lui ai demandé d'être court, parce qu'on est dans la dernière demi-heure. Je vais être assez court. Donc, je vous remercie de votre réponse de tout à l'heure. Vous avez insisté sur l'importance des sociétés de télépéage, y compris dans une logique industrielle. Et je trouvais que votre réponse était effectivement très claire. Donc, ma question est, est-ce qu'entre les différentes offres, il y avait des différences notables dans le lien entre la structure de perception de la taxe, donc Ecomove ou un autre, et les sociétés de télépéage? Est-ce que c'était exactement les mêmes offres? Finalement, ça ne jouait pas. Ou est-ce que les offres étaient différentes? Et est-ce que, je n'ai pas le souvenir de tout, mais est-ce que dans certains consortiums, il y avait des sociétés privées qui auraient pu se retrouver des deux côtés? C'est-à-dire à la fois dans le consortium de perception de la taxe et dans la société de télépéage. Parce que de ce côté-là, effectivement, c'était plutôt pratique d'en prendre un qui n'était pas français. Est-ce que, donc, si je peux avoir des réponses sur ces 2 points? Oui, c'est très précis. Est-ce que vous pouvez répondre? Donc, effectivement, alors, la société de projet, donc aujourd'hui Ecomove, mais dans les réponses, l'offre qui était faite, n'a pas le droit d'avoir de participation dans une autre société, en particulier une société de télépéage.
Bon, par contre, ce qui n'est pas interdit et ce qui est le cas aujourd'hui, c'est qu'effectivement, des sociétés de télépéage et le collecteur peuvent avoir une partie des actionnaires en commun. Et ça aurait été le cas quel que soit le candidat choisi, puisque ce sont les mêmes acteurs au niveau européen qui jouent ces rôles-là. Pour cette raison-là, et également parce que nous sommes sur un marché, même s'il préexistait le télépéage sur les autoroutes, c'est quand même un marché qui, du jour au lendemain, le jour où on lance l'écotaxe, va concerner 600 000 véhicules qui vont tous, ce jour-là, avoir choisi, alors soit d'être non abonnés, mais on l'espère, en tout cas pour une majorité d'entre eux, d'être abonnés à une société TPH. Donc on avait un marché assez particulier qui va se figer du jour au lendemain, le jour où on va démarrer l'écotaxe. Et on s'est dit que si on laissait ce marché-là trop libre, trop ouvert, on aurait pu constater a posteriori des dérives qu'il aurait été trop tard à corriger. Et donc pour contrer cela, et tel que c'est d'ailleurs présenté de mémoire dans l'appel à candidature, il a été précisé que le titulaire du contrat de partenariat aurait l'obligation de signer un contrat cadre s'il était demandé par une société de télépéage. Et ce contrat cadre faisait partie du cahier des charges du partenaire privé. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le contrat type, qui existe sous 3 options différentes, suivant que l'équipement est fourni ou pas par Ecomove. Le contrat type était le même pour toutes les ODDOF, pour les 4 candidats, comme j'ai indiqué. Donc après, la différence, c'était le montant de la rémunération. Mais ce montant-là, du fait du contrat type, aujourd'hui, est le même, enfin, toutes choses égales par ailleurs, pour les mêmes prestations, le prix est le même pour toutes les sociétés de télépéage. OK. Francis Grignon ? Oui, très rapidement. Moi, je viens de l'industrie, on m'a appris que la précision coûte cher. Et donc, il y a 2 déclarations qui me troublent. Lors d'une audition, j'ai cru comprendre que l'on demandait au niveau des gens qui trichent, un minimum de tricherie, c'est-à-dire quelques unités sur 1 million de péages. C'est 2 ou 3 pour 1 million, ce qui me paraît aberrant. Donc, je voudrais savoir si c'est vrai. Parce que ça aura des conséquences sur la question aussi qu'a posée le président Sueur. Parce que si on fait des portiques pour éviter 2 péages sur 1 million, je me pose des questions. Et puis la deuxième chose, vous avez dit que 1% de tricherie, ça représentait 100 millions. Donc 100%, ça veut dire 10 milliards ? Non, vous n'avez pas dit 100 millions ? C'est à 10 millions, pardon. Alors, il y a quelque chose, je voudrais vraiment des explications là-dessus. Sûr ? Non, excusez-moi, 1%, c'est 10 millions. Ah, voilà, ça va mieux. Pendant 11 ans et demi. Mais ça, c'est... Ah oui, d'accord. Oui, il me semblait que vous aviez dit 100 tout à l'heure. OK. Très bien. Merci Francis. Total, on est d'accord. D'accord. Je vous remercie. Mais je reviens quand même sur la première affirmation qu'on a eue lors d'une autre audition. Oui, mais ce n'est pas sur la taxe. Hein. C'est sur les impulsions. C'est sur les impulsions. Attention, c'est pas la même chose. Une seule facture comportant un certain nombre d'impulsions, puisque une impulsion, c'est entre 3,5 et 4,5 km. Donc voilà, si j'ai bien compris le dispositif. Sous réserve que je retrouve le sujet que vous voulez aborder, il y a effectivement dans le dossier un endroit, un taux d'erreur qui doit être inférieur à 1 sur 1 million. Ce taux-là est le taux de facture. C'est un taux qui apparaît dans le cadre de l'homologation du dispositif, puisque le dispositif de collecte et les dispositifs de contrôle sont dans des chaînes homologuées, comme c'est le cas des radars automatiques de vitesse. Enfin, tous sont aussi beaucoup inspirés de ce qui existait. Et pour assurer effectivement l'inversion de la charge de la preuve, c'est-à-dire que quand on va constater un manquement à partir d'un contrôle automatique ou quand on va envoyer une facture, là, le dispositif est homologué et le nombre de factures électroniques est inférieur. Enfin, le nombre, alors je ne sais plus exactement à quel endroit apparaît le 1 sur 1 million, mais ça apparaît à certains endroits. Sachant qu'à contrario, ça veut dire qu'en cas de doute dans le dispositif, on ne va pas notifier de manquement au redevable. Ce n'est pas le taux de fraude visé. C'est quand on
quand on va notifier un manquement, on se rassure, à une fois sur 1 million près, que ce manquement est sûr, enfin, que la chaîne qui l'a utilisé, etc., pour être tout à fait précis. Voilà, c'est un taux qui permet l'homologation, qui assure effectivement quelque part au redevable que la facture qu'il va recevoir sera juste et que le manquement qu'il va recevoir est bien mérité. Voilà. Madame le rapporteur et après Éric Doligé. Oui, trois questions très très courtes. Vous nous avez parlé tout à l'heure de la VSR, vérification en service régulier, si je me rappelle bien. Vous avez parlé d'une vérification dans des conditions de volume normales. Qu'entendez-vous par des vérifications en conditions de volume normal et estimez-vous qu'aujourd'hui ces conditions sont réunies compte tenu du nombre de véhicules équipés, etc. Deuxième question, c'est un dossier qui a vu beaucoup de modifications. On a parlé tout à l'heure des dérives, 231, 500 et quelques millions d'euros. La MAP a émis des réserves entre l'avis qu'elle a donné sur l'étude préalable et l'avis qu'elle a donné sur le contrat. Donc il y a eu aussi des choses dites qui n'étaient pas tout à fait dans la même ligne peut-être que l'avis initial. Il y a eu récemment la suspension. Avec tous ces événements, j'imagine que compte tenu en plus de la technicité, de la complexité et de l'importance de ce dossier, les ministres concernés ont dû se tenir informés. Donc, qui a fait des notes, quelles notes, est-ce qu'on peut y avoir accès sur toutes ces dérives, tous ces mouvements, tous ces imprévus sur ce dossier-là. Et troisième question, y a-t-il actuellement des paiements qui soient intervenus de Ecomove vers l'État? Puisque de l'État vers l'Ecomove, on a bien compris que non, mais de Ecomove vers l'État, notamment dans le cadre de l'occupation des locaux dans lesquels ils sont installés aujourd'hui à Metz. Alors, sur la première question, donc la vérification en service régulier. Alors ça reste une phase de test, ce n'est pas... on ne demande pas aux futurs redevables de faire les tests. C'est des situations qui sont représentatives de la réalité. Donc l'idée, c'est plutôt effectivement des tests en volume. Pour ce qui est, par exemple, du nombre de données remontées au système central, cela se fait par des simulations. On vérifie que la capacité du système central, pour cela, on n'a pas besoin d'avoir 600 000 véhicules équipés et émettant des données. On fait ça avec des simulateurs. Donc, est-ce que aujourd'hui les vérifications sont suffisantes? Nous sommes en train de regarder le rapport remis par Ecomove, donc nous allons y répondre dans quelques semaines. Aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude particulière sur la qualité du travail fait par Ecomove. Sur la MAP, peut-être la parole à Olivier qui avait regardé ce point-là. Oui, alors, sur les 2 points de l'avis sur l'étude préalable, en fait, ils ont été suivis, puisque le premier point d'alerte, c'était sur la criticité du délai de réalisation, et notamment l'incitation à ce que l'État trouve, dans le cadre du dialogue compétitif notamment, les moyens de responsabiliser les candidats en termes du délai de réalisation et d'essayer de trouver toutes les optimisations possibles. Donc ça a été effectivement un objet du dialogue. Alors, le deuxième, on va passer effectivement tout de suite. Alors, en fait, le sujet qui s'est posé, c'était aussi l'autorité en charge de donner un avis au titre du ministre des Finances et du Budget sur le contrat avant sa signature. Il se trouve qu'en 2008, à l'époque de l'évaluation préalable et les analyses juridiques qu'on avait menées, conduisaient, à partir des circulaires de 2005 et 2006 du ministère des Finances, à considérer que c'était le contrôleur budgétaire et comptable ministériel qui était responsable de donner l'avis final avant signature. Lorsque, peu de temps avant la signature du contrat de partenariat, les sujets de couverture et de sécurisation des établissements financiers en cas de nullité du contrat, etc., se sont posés, sujets auxquels la MAP a bien entendu été associée en réunion interministérielle, est apparue la nécessité de saisir formellement la MAP pour qu'elle donne un avis avant la signature. Il se trouve qu'effectivement, le décret de mars 2009 qui prévoit cette modalité nous avait échappé. Il ne figurait d'ailleurs absolument pas sur le site internet de la MAP à l'époque. Et dans tous les échanges nourris que nous avions eus avec la MAP, ce point n'avait pas été soulevé. Ceci étant, cela ne nous a pas posé de problème particulier dans la mesure où la mission d'appui au partenariat public-privé avait eu tous les éléments relatifs au contrat et au dossier à toutes les phases du dialogue,
y compris les offres finales, notamment de par le fait que la mission d'appui au partenariat public-privé était le service instructeur des mécanismes financiers de garantie de l'État dans le cadre du plan de relance, de la loi de 2009, et donc avait à ce titre instruit certains éléments, puisque le recours à cette garantie était permis dans le dossier de demande d'offre finale. Il y a effectivement un candidat qui l'avait retenu, et donc la MAP avait tous les éléments. Donc on n'avait pas vraiment d'inquiétude. Attendez, j'y viens, Madame la Présidente. On n'avait pas vraiment d'inquiétude sur le sujet. Il s'est trouvé effectivement que l'on s'est retrouvé dans une situation un petit peu délicate, dans la mesure où certains éléments au sein de la mission d'appui des partenariats publics-privés n'avaient pas pu être complètement suivis et tracés, et qu'un certain nombre de questions qui ont été posées, et dont certaines d'ailleurs sont présentes dans l'avis du 13 octobre, en fait, n'avaient pas vraiment lieu d'être, puisque les sujets étaient déjà traités. En particulier, et vous l'aviez noté et pointé, le sujet de l'article 22 par rapport à la mise à disposition et au lien avec la cession d'AI, en fait, est complètement présent dans le contrat. En fait, pas dans l'article 22, puisqu'en fait, l'article 22, ça n'est que l'inscription de la date prévue de mise à disposition du dispositif. C'est-à-dire c'est l'engagement contractuel du candidat pour le délai, mais cet article-là ne précise pas en fait les conséquences qu'emporte l'atteinte de cette date. Ce sont dans les articles ultérieurs, et notamment l'article 41 sur la cession de créances, qu'il est effectivement bien indiqué que la cession est irrévocable dès l'achèvement des travaux qui est constaté par la mise à disposition ayant lieu à la fin de la VSR et visant effectivement aussi à constater la complétude du dispositif. Et vous trouverez aussi dans les actes d'acceptation de la créance de la cession d'AI tous les éléments qui affermissent complètement la structure contractuelle. Donc, en fait, on s'est retrouvé effectivement dans un délai court, ça, je le reconnais tout à fait. D'ailleurs, on a eu une réunion le 14 octobre avec la mission d'appui pour clarifier un certain nombre de points et répondre à tous ces éléments. Et je dirais qu'on a montré qu'effectivement, il n'y avait pas de sujet majeur et qu'en tout cas, il y avait un certain nombre de questions aussi qui posaient, qui n'étaient pas si simples, puisque entre l'offre finale et la signature du contrat, il n'est pas possible à l'État de modifier substantiellement les grands équilibres du contrat. Donc à ce titre-là, un certain nombre de clauses qui résultent en fait de l'offre des candidats ne pouvaient pas être revues. Donc il y a eu effectivement ces éléments-là. Nous estimons avoir répondu effectivement aux différents éléments. En ce qui concerne, par exemple, les clauses de refinancement, au-delà du fait qu'elles étaient effectivement écrites dans le dossier de demande d'offre finale, c'est un point qui avait fait l'objet effectivement de discussions avec la MAP dès le début. Et en fait, l'acuité de la question se pose bien entendu selon la durée en fait, du contrat. Là, on est sur un contrat de durée relativement courte. La question ne se pose pas de la même manière que sur une durée d'une trentaine d'années. Donc, on n'est pas d'accord sur ce point parce que moi je considère que vraiment c'est l'article 9 de l'ordonnance du 17 juin 2004. Il y a obligatoirement consultation de la MAP. On les a auditionnés, ils nous ont dit qu'ils ont eu à peine 48 heures pour répondre à cela et ils ont fait des remarques et des remarques qui étaient à prendre en compte non pas par rapport aux offres, comme vous tentez de le dire, mais par rapport à la rédaction du contrat. Et la rédaction du contrat, elle est bien après. On était parfaitement dans les délais, on n'a pas tenu compte. Moi, je trouve quand même que c'est assez incroyable quand même qu'il y ait une institution comme la MAP dont on ne tient pas compte quand il s'agit d'un PPP souscrit par l'État. Quand même. Franchement, c'est assez surprenant. Et donc, moi, je vais donner la parole à Éric Degy, parce que j'ai une petite idée un peu des questions qu'il va poser. Elles sont tout aussi importantes que celles qu'on vient de regarder là maintenant. Mais sincèrement, on y reviendra là-dessus, parce que c'est quand même, on va vous poser des questions par écrit avec l'administration sur ces points pour que vous nous répondiez par écrit. Parce que sincèrement, c'est quand même un point qu'on ne peut pas éluder comme ça et qu'on ne peut pas essayer d'arranger par une formulation générale. Non, mais Madame la Présidente, nous avons tous les éléments écrits de réponse point par point à la MAP.
je ne vais effectivement pas les détailler là parce qu'on rentre dans pas mal de détails contractuels, mais nous les avons. Et d'autant plus que la MAB nous a aussi dit qu'ils ne sont pas du tout associés à la décision de suspension. Et d'ailleurs, après Monsieur Deliger, je vous demanderai si vous êtes associé à la décision de suspension. Comme ça vous laissera le temps de vous préparer à la réponse. Et les notes des ministres, j'ai pas eu ma réponse. Est-ce que vous avez fait des notes sur toutes ces dérives et toutes ces modifications, substantielles ou non? Alors effectivement, j'ai cité tout à l'heure effectivement des réunions interministérielles sur les points les plus importants. Donc je pense qu'on pourra vous communiquer les comptes rendus. À notre niveau, effectivement, nous remontons régulièrement à notre direction générale des notes. Et nous savons qu'effectivement, un certain nombre de ces notes remontent ensuite au moins au cabinet du ministre des Transports. Au-delà, je n'ai pas la visibilité. Au cabinet du ministre du Transport? Généralement, oui. D'accord. Éric Deliger. Quelques instants que la marge d'erreur possible était de 1 ppm, une pièce par million en gros, que même souvent supérieure d'ailleurs à l'industrie automobile, ce qui montre quand même la hauteur de ce que vous aviez demandé. Alors ça, c'est pour obtenir l'homologation. Est-ce que sur les marchés qui ont été passés en Allemagne, en Pologne ou en Autriche, on demandait également 1 par million? Donc c'est la question. Deuxième question, mais peut-être qu'elle a déjà été posée, c'est que vous nous avez dit tout à l'heure dans votre propos liminaire que le délai était du mois de juillet, je crois 2013, je crois, ou 2012, je ne sais plus, de livraison. Et donc ça n'a pas été fait. Donc comment vous voyez la sortie? Alors sur le taux d'erreur, ce n'est pas l'ensemble du dispositif qui doit être juste à 1 sur 1 million, certains éléments dans le cadre de l'homologation, donc, qui fait l'objet de décrets et d'arrêtés, et les éléments les plus factuels, donc en particulier par exemple l'assurance qu'une photo qui est prise sur un portique arrive bien dans le système central sans être déformée. Donc ce taux d'erreur qui effectivement est impressionnant n'a été exigé que sur certains points du dispositif et d'ailleurs ils ont été obtenus puisque aujourd'hui les principales chaînes sont homologuées. Obtenus, mais à quel prix? Donc ma question c'est simplement de savoir si on était un peu plus exigeant que d'autres sur les mêmes systèmes. Alors je n'ai pas la réponse sur les systèmes étrangers, mais je me renseignerai, je vous communiquerai à la commission ces éléments-là. Donc sur le retard, effectivement, le contrat de partenariat prévoit une réalisation jusqu'à la date de mise à disposition, qui est donc l'achèvement complet du dispositif et qui se matérialise par la fin de l'étude par l'État du rapport de vérification en service régulier. La date du contrat de 21 mois conduit du 20 octobre 2011 au 20 juillet 2013. Aujourd'hui, on est à cette dernière étape de vérification du contrat. La mise à disposition n'est toujours pas prononcée. On a effectivement aujourd'hui un peu plus de 6 mois de retard. Après, nous sommes en contact avec Ecomove et je ne peux pas prédire la façon dont ceci va se terminer. Et j'ai pas eu non plus la réponse à ma question pour savoir si Ecomove a ou n'a pas à l'heure actuelle versé des loyers pour les locaux occupés. Alors aujourd'hui, au titre du contrat de partenariat qui est la vision, la partie convoi d'échange avec Ecomove, Ecomove n'a pas payé l'État et l'État ne l'a pas payé. Concernant effectivement Ecomove a pour la mise en œuvre de ces dispositifs effectivement contractualisé avec des autorités locales à Metz. Donc j'ai compris qu'ils avaient signé un bail avec Metz Métropole. Non, puisque Metz Métropole n'est pas propriétaire. Donc ils sont en occupation, voilà, en autorisation d'occupation temporaire avec la Défense. Vous avez eu la gentillesse de nous communiquer effectivement cette question auparavant. N'ayant pas les éléments, nous avons saisi le préfet de Moselle pour avoir ces informations. Et comment nous disent qu'ils ont payé un loyer à l'État au titre de l'AOT. Donc il faudra quand même vérifier ça. Voilà, nous avons saisi le préfet de Moselle, puisqu'en fait, ce versement, s'il y a eu lieu, ne fait pas partie du contrat de partenariat. Non, c'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. Et d'ailleurs, dans les questions qu'on vous a posées aussi, c'est de savoir quelle était la part de l'État. Est-ce que vous étiez intervenu pour leur installation à Metz? Parce que ça, c'est pas très clair non plus. Comment Ecomove, tout d'un coup, est allé à Metz? Ça, j'avoue qu'on se pose des fois des questions. Tout d'un coup, pas forcément. Donc, et en fait, il y a eu...
probablement un facteur qui a été le choix d'implantation du service taxe poids lourd des douanes à Metz. Donc sur ce choix-là, puisque les douanes font partie de mon équipe projet, j'ai quelques éléments qui étaient une volonté effectivement d'installer, de développer ou de maintenir des emplois publics, notamment à Metz, et en fonction de l'organisation des douanes, il s'avère que ce choix est tout à fait justifié, mais enfin je ne veux pas répondre à la place des douanes. Il est vrai également qu'il a été échangé avec Ecomove que si leur centre d'exploitation était proche de ce service centralisé des douanes, c'était un avantage. Ensuite, Ecomove, tel qu'il nous en a informé, a comparé différents sites d'implantation possibles, a conduit une comparaison, des discussions avec les collectivités locales et à la fin a choisi de s'implanter à Metz également. La disponibilité de la base aérienne, la proximité avec les douanes ont été probablement des facteurs en faveur de ce choix-là, mais qui n'a pas été imposé. Donc c'est plutôt par rapport aux douanes. Hein, c'est plutôt ça qui a quand même... Voilà. Le choix de l'État a été de s'implanter à Metz pour le service de douane. Et donc, effectivement, la proximité était souhaitable par rapport à ça. Bon, donc, okay, ça, c'est une réponse que j'entends bien. Moi, je voudrais que vous nous disiez si l'État donc, a une part de responsabilité dans les 2 premiers reports de la taxe poids lourd. Est-ce que vous considérez que l'ensemble des décrets, des arrêtés du côté de l'État étaient bien publiés en temps, etc., qu'il n'y avait pas de retard du côté de l'État? Alors, en fait, dans la conduite de ce projet-là, effectivement, il y a beaucoup de chantiers qui sont en parallèle. La responsabilité... Alors, la question du retard se pose essentiellement pour les pénalités de retard qui sont dues au titre du contrat. Ce point n'a pas été tranché. Il a été déjà abordé, évidemment, avec Ecomove. Nous avons des positions différentes sur ce sujet-là, vous n'en serez pas étonné, entre Ecomove et l'État. À ce jour, effectivement, on n'est pas d'accord. L'enjeu, je rappelle, est de 8 millions par mois de pénalités. L'enjeu est renforcé par le fait que le retard est supérieur à 6 mois, qui est un élément important dans le cadre du contrat. Oui, mais il va bien falloir quand même préciser le retard technique et le retard administratif. Il y a d'un côté un retard technique éventuel, et de l'autre côté, il y a un environnement administratif, de décret, d'arrêté qu'il faut avoir fait également. Donc ça, c'est un des points quand même sur lesquels il faudra aussi peut-être être un petit peu plus précis. Moi, j'avais une dernière question avant de redonner la parole à Madame le rapporteur. Je voulais savoir si Ecomove avait déposé les garanties bancaires exigées à la date d'entrée en vigueur du contrat. Et à combien se montent ces garanties, d'ailleurs, accessoirement? Alors, en fait, il y a plusieurs niveaux de garantie. La première et la plus importante, c'est la garantie de recouvrement des sommes facturées. Et donc, celle-là, en fait, elle doit, en principe, être mise en place 2 mois avant la mise en service. Et il a été considéré qu'effectivement, il fallait que cette garantie soit mise en place avant même le début en fait, de l'enregistrement des redevables. Donc elle a été mise en place en fait, par Ecomove en juillet 2013 et elle se monte à 100 millions d'euros puisque l'idée c'est de couvrir à peu près l'ordre de grandeur, hein, c'est 1 mois en fait, d'encours de taxes. Ça c'est la principale. Ensuite vous avez un certain nombre d'autres... Alors aujourd'hui oui quand même, précision importante, du fait de la suspension, cette garantie a été levée. C'est-à-dire que l'État, et là en l'occurrence les douanes, hein, puisque cette garantie est au profit en fait, du recouvrement de la taxe, en fait l'État a accepté qu'Ecomove lève cette garantie. Ça a réduit quand même les frais financiers. Donc cette garantie a disparu aujourd'hui. Ensuite, vous avez une garantie pour l'application des pénalités de retard, qui est indépendante, donc qui est au plafond, c'est-à-dire à peu près 48 millions d'euros. Celle-ci, elle existe, elle a été mise en place dans les temps par Ecomove et elle subsiste, bien entendu. Ensuite, vous avez un certain nombre d'autres garanties, notamment les garanties de parfait achèvement,
c'est-à-dire qui servent effectivement en cas de besoin pour corriger un certain nombre de défauts et qui ne le seraient pas, etc. Toutes ces garanties-là ont été mises en place effectivement par Ecomove. Ces garanties ne seront pas levées, puisque bien entendu, tout ce qui concerne l'achèvement du dispositif est bien entendu toujours vivant. Donc, Et jusqu'à quand par rapport à la suspension? Il n'y a pas de réponse encore là, j'imagine. Ces garanties sont calées par rapport à la date de mise à disposition. Pas indépendamment. Enfin, la suspension, effectivement. Elle vient compliquer les choses. On a bien compris que c'était par rapport à la mise à disposition, mais la suspension change quoi par rapport à ça? En fait, pour aujourd'hui, le seul changement a été la garantie des sommes recouvrées, des sommes facturées, puisque la garantie a été déposée par Ecomove puis levée du fait de la suspension, étant donné qu'effectivement, nous estimons aujourd'hui qu'on aura le temps de rétablir cette garantie, point important, avant de la nouvelle mise en service de la taxe, quand il sera décidé de le faire. Donc vous m'avez pas redit si vous étiez intervenu sur la suspension, vous avez été consulté pour la suspension par rapport aux conséquences sur le contrat de PPP qui, lui, n'est pas suspendu, mais continue à être exécuté? En fait, la consultation ne prend pas cette forme-là. Nous informons régulièrement nos autorités de la situation et nous avons communiqué tous les éléments qui nous avaient été demandés. On n'a jamais eu de questions sous cette forme-là. Voilà. Vous avez indiqué les conséquences précises financières d'une suspension. Je pense par exemple à la créance d'AI, par exemple. Ces choses-là ont été communiquées par rapport à l'application du PPP. Alors, nous avons fourni des éléments détaillés sur ces points-là, dans une chronologie qui n'est pas forcément non plus tout très antérieure à la suspension. Enfin, c'est-à-dire que nous fournissons tous les éléments après dans une certaine chronologie. Il faudra quand même qu'on ait quelques éléments là-dessus, que de votre point de vue, qu'on sache très clairement si cette suspension continue, quelles sont les sommes en cause. Je pense à la créance d'AI, je pense aux investissements, je pense aux loyers, je pense aux pénalités. Donc là, il va falloir que vous nous répondiez très précisément de votre point de vue, puisque vous êtes vraiment le cœur. Tout le monde s'est retourné vers vous. Hein. C'est vous, la mission, tarification, etc. C'est vous qui avez tous les éléments d'appréciation des engagements des uns et des autres et de la manière de les avoir exécutés. Donc là, maintenant, on est au cœur du problème, du périmètre d'intervention de notre commission. Il faut bien comprendre qu'il y avait le PPP tel qu'il était à un moment donné. Mais aujourd'hui, on ne peut pas s'arrêter là. Aujourd'hui, on est bien obligé de rajouter les conséquences de la suspension sur ces questions-là. Donc, moi, je demande vraiment que sur l'analyse du PPP, nous, on a quelques idées, hein, mais il faut que, de votre point de vue, vous nous disiez quelles sont les conséquences, pas maintenant, je ne vous le demande pas là dans cette séance aujourd'hui, on est bien d'accord, mais d'une manière écrite, il va falloir que vous nous disiez quelles sont les conséquences de votre point de vue sur la créance d'AI. Parce que si vous allez répondre, l'État doit répondre par rapport à la mise à disposition d'ici, certains nous disent le 17 mars, d'autres le 20 mars, puisqu'il y aurait eu une lettre complémentaire après celle du 16 ou du 17 janvier. Peu importe, qu'on soit au 17 mars ou au 20 mars, ça ne va pas changer fondamentalement la phase des choses. Donc il faut qu'on nous réponde sur la créance d'AI et les risques qu'il y a par rapport à ça, sur les investissements, sur les pénalités, sur les intérêts de retard, etc. En fait, surtout tout ce qui est la conséquence du contrat de votre point de vue. D'autant que l'avis de la MAP dont on parlait tout à l'heure, le second avis sur le contrat, spécifiait bien qu'il y avait quand même des clauses avec des incertitudes génératrices d'ambiguïté ou rétablir, enfin demander à ce que soit rétabli, ce qui peut parfois apparaître comme un déséquilibre au détriment de la partie publique. Donc on a vraiment besoin d'avoir les éléments précis sur ces questions et ces réserves qu'avait émises la MAP. D'accord. En fait, effectivement, j'étais un petit peu perturbé par votre question, puisque la suspension de l'entrée en service de la taxe poids lourd n'a pas d'effet direct sur le déroulé du contrat. La créance d'AI
est calée sur la date de mise à disposition. La date de mise à disposition est différente de la date d'entrée en service de la taxe poids lourd. Donc, et elle est antérieure, forcément. Donc, effectivement, aujourd'hui, à la date de mise à disposition, cet événement n'est pas arrivé. Mais si le dispositif est bien mis à disposition, à cette date-là, le contrat, aujourd'hui, est assez clair sur ce qui va se passer derrière. Mais on vous l'exposera. Vous nous le direz, parce que là, je pense que il y a des sommes, moi je répète, qui sont considérables. Et notamment, j'ai également la déclaration de ce qu'Ecomouv a dit devant l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Ils ne sont pas en mesure de tenir ad vitam aeternam dans cette situation, même si la mise à disposition a été clarifiée. Bien sûr que ça, c'est une conséquence sur la créance d'AI. S'il n'y a pas exploitation, il y a forcément une conséquence. Donc tout ça, et les douanes nous ont dit également que si on modifie quoi que ce soit dans l'environnement administratif en termes de décrets et d'arrêtés, ça demande des délais qui sont considérables. Hein, on ne peut pas bouger les choses. On m'a parlé de 4 à 6 mois pour les douanes, 4-5 mois, je crois. Hein, pour être, voilà, c'est quand même énorme. Si on bougeait quelque chose pour ne pas remettre l'écotaxe telle qu'elle est aujourd'hui définie. Donc tout ça, c'est des éléments extrêmement importants. Là, il faut véritablement que nous, on ait votre point de vue de l'application du contrat. Nous, on va se faire notre propre appréciation. Ecomouv nous donnera la sienne. Mais moi, je souhaite véritablement qu'on ait une réponse écrite sur cette application du contrat. Parce que là, on est au cœur de la commission d'enquête. Hein. Nous, on doit vérifier, d'accord, si c'était bien de faire un PPP ou pas un PPP. On doit vérifier si les engagements des uns et des autres. On doit vérifier la réalisation de ces engagements. Hein. Est-ce que ça a été fait ou pas fait, de part et d'autre. Et je dis bien de part et d'autre. Et ensuite, on doit regarder quelles sont maintenant les implications en termes de finances publiques par rapport à la suspension, qui vient complètement bouger le système. Hein, dans tous les cas de figure, et ça peut être plus redoutable que la première question. Donc moi, je souhaite qu'on ait votre point de vue, parce que je pense qu'il est quand même, il doit éclairer tout le monde hein, sur les décisions. Alors, Madame le rapporteur. Oui, une question assez terre-à-terre. De mémoire, le contrat prévoyait aussi que les entreprises facturées puissent vérifier leur facturation. Or, aujourd'hui, on a regardé les facturations telles qu'elles sont émises. Donc, il y a la facturation globale qui est effectivement relativement illisible et assez invérifiable. Vous devez la somme de temps pour la ligne terminée. Puis, il y a la facturation détaillée qui est tout aussi illisible par la somme, enfin me semble-t-il, par la somme d'informations qui figurent. C'est plusieurs dizaines de pages pour une seule facture, pour un seul camion. Je vois mal les entreprises contrôler à ce point les passages tous les 3,5 km avec une borne. Certes, on voit au-dessus sur quel axe on se situe, mais voilà, c'est de façon pratique et concrète tout aussi invérifiable. Donc est-ce que ce point a été abordé avec Ecomouv ? En fait, il n'y a pas, à ma connaissance, d'obligation dans le contrat de fournir un service de vérification de la facture. Il s'avère que là, le montant n'est pas le montant d'une facture commerciale, mais bien le montant d'une taxe, dont on a dit par ailleurs qu'elle faisait au sein d'une chaîne de collecte homologuée. Et donc l'homologation telle que la loi l'a définie fait que le montant émis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Donc, ensuite, effectivement, les informations justificatives fiscales qui sont des franchissements de points de tarification sont la description précise de la façon dont cette taxe est calculée. Mais il n'y a pas prévu de fournir un service de vérification du montant de la taxe. Par ailleurs, sur ce format-là en particulier, la proposition que nous avons faite a aussi été soumise à l'avis de la CNIL. C'était un des points abordés avec la CNIL, puisque si nous avons effectivement l'obligation de donner des informations pour que le redevable puisse vérifier le montant de sa taxe, qui est un droit qu'on ne remet pas en cause, la CNIL est aussi attentive au fait qu'on ne puisse pas favoriser l'usage de ces données à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont faites, c'est-à-dire établir la taxe, et non pas localiser, qu'un salarié chauffeur puisse être localisé par son pôle. Aujourd'hui, effectivement,
je vous concède que les informations qui sont données ne permettent pas de le faire, mais c'était un point d'attention de la CNIL. Enfin, c'est quand même important parce que même si effectivement c'est pas dans le contrat en tant que contrat, mais il me semble que tout contrat se doit de respecter la loi et que tout contribuable se doit de pouvoir vérifier la taxe sur laquelle il est imposé. Donc faut pas jouer sur les mots. Au jour d'aujourd'hui, les transporteurs routiers ne peuvent pas vérifier la taxe qu'ils reçoivent. Ils ne le peuvent qu'en théorie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait une forfaitisation, parce que s'il n'y avait pas eu ce forfait pour la répercussion, il aurait fallu embaucher je ne sais pas combien de gens pour à la fois analyser la taxe payée et puis la façon de répercuter sur le consommateur. Donc, je pense que voilà. Enfin, sur la répercussion, qui est un sujet un petit peu éloigné du contrat de partenariat. Il s'avère que quelle que soit la qualité des informations données, le sujet est quand même intrinsèquement compliqué puisque les transporteurs chargent et déchargent dans leurs camions. Donc il y a de toute façon une difficulté intrinsèque de savoir à un instant donné quel client utilise le camion et pour quelle part. Donc je redis, c'est pour ça qu'on a fait un forfait. Mais là, on n'est plus sur la répercussion, on est dans le contrat. Dans le contrat, Monsieur Michel Cournil, la Décomouv, nous a dit que le contrat prévoit, et c'est bien dans le contrat, que des factures détaillées soient transmises aux entreprises qui en font la demande, sous forme papier ou électronique. Moi, je reprends son audition que j'ai sous les yeux. C'est le contrat qui le prévoit, ça. Bon. Mais très sincèrement, on verra certaines... et il y avait... c'était des spécifications de l'État. Sur la structure de la facture. Donc, voilà. Aujourd'hui, on considère que cette demande de contrat est remplie par Ecomouv. D'accord. Enfin bon, on entendra les transporteurs qui ont demandé à être entendus. Il est certain que, pour reprendre ce qu'a dit un de nos collègues, là, franchement, entre les grosses entreprises et les petites entreprises, on n'a pas trop tenu compte de la difficulté pour les petites PME. Franchement, elles ne pourront rien vérifier, ça c'est clair. C'est impossible. Sinon, ça leur coûtera vraiment super cher. Sur le réseau routier national, moi j'ai une autre question. Est-ce que c'est vous aussi qui avez défini ce réseau national routier soumis à l'écotaxe? Alors le réseau national, et je croyais que c'était la question de M. Douliger, mais je vois qu'il est parti. Et pareil pour le réseau routier local. Qui a défini le réseau soumis à l'écotaxe? Oui, Madame la Présidente, c'est la mission de la tarification. Alors, il y a plusieurs niveaux, comme vous l'avez rappelé. Pour le niveau du réseau national, en fait, le choix initialement est apparu dans la loi. Enfin, ça a été au moment des réflexions sur la loi. Il apparaissait naturel que ce soit le réseau national. Alors, la non-inclusion en fait, des autoroutes concédées à péage, là, n'est pas un choix ou une réflexion, c'est l'application stricte en fait, de l'encadrement communautaire qui ne permet pas de récupérer plus que les péages autoroutiers. Donc, ensuite, le réseau local, en fait, ce qui a été intégré dans la loi, et là, je dirais que c'est fort de l'expérimentation alsacienne, parce que peut-être qu'effectivement l'expérimentation alsacienne n'est pas allée au bout en ce sens qu'il n'y a pas eu collecte en fait, d'une taxe expérimentale en Alsace. En revanche, et ça a été rappelé dans les propos liminaires, tout ce qui s'est passé en Alsace avec les collectivités locales mais aussi les services de l'État en 2006 a quand même jeté les bases de toute la réflexion sur le dispositif. En particulier sur le fait qu'on ne pouvait pas raisonnablement envisager la taxation d'un réseau sans se préoccuper des effets de report de trafic et donc d'essayer d'intégrer au moins cette possibilité-là. C'est pour ça que dès l'origine, dans la rédaction de la loi, apparaît la possibilité d'intégrer du réseau des collectivités locales. Alors, la loi fixe ce principe-là en renvoyant simplement à la définition de report significatif, donc qui est effectivement qui nécessite d'être précisé ultérieurement. Et ces travaux en fait, de précision ont été menés effectivement sous l'égide de la mission de la tarification, mais en partenariat avec tout d'abord les services déconcentrés du ministère de l'écologie, les DREAL notamment, et la mise en place d'une concertation avec les collectivités pilotée par les préfets de région. En fait, le 24 août 2009, le ministre de l'écologie a adressé un courrier aux préfets de région
leur demandant en fait d'engager un premier processus de concertation locale visant à associer le maximum d'acteurs, c'est-à-dire non seulement les collectivités locales, mais aussi les professionnels, les associations éventuellement promoteurs de ce type de tarification, etc. Carte blanche a été donnée aux préfets de région qui ont mené les concertations selon effectivement les spécificités locales. Et à la fin de l'année 2009, nous avons eu via en fait les DREAL des retours de ces échanges et de ces discussions qui ont permis à l'État, à partir de modèles de trafic qui ont été partagés, puisqu'en fait on en a utilisé 3, puisque le cadrage général est issu du Commissariat général au développement durable, le CGDD, avec le modèle MODEV. Ensuite, le CETRA a mis en place une tarification, enfin un modèle national, et nous-mêmes, au sein de la mission de la tarification, nous avions un 3e modèle. L'idée étant qu'en cette matière, il n'y a pas de vérité absolue ni objective, et que donc on utiliserait plusieurs modélisations, y compris les retours, effectivement, aussi du terrain dans la concertation. Donc, dans un deuxième temps, nous avons saisi les collectivités locales en mai 2010 sur la base de propositions de délimitation de réseau local taxable, établies à partir de notre analyse des critères de la loi. Et ensuite, s'en est suivi des échanges et des discussions avec les collectivités pour arriver au final à un décret mi-2011 qui a été instruit par le Conseil d'État. Les grandes règles qu'on peut rappeler, c'est que lorsqu'une collectivité était opposée à la taxation d'une de ses voies, alors même que nos études montraient qu'il y avait un risque de report, l'État n'a jamais été contre cette volonté. On a le cas de 2 collectivités, au moins, qui se sont clairement exprimées sur ce sujet, contre lesquelles nous ne sommes pas allés. Ensuite, nous n'avons pas effectivement systématiquement suivi les avis des collectivités, afin essentiellement de sécuriser quand même le décret constituant le réseau local et d'éviter en fait que ce soit trop simple quand même de le démonter si effectivement un itinéraire n'avait manifestement pas à y figurer. Je crois qu'au final, les discussions, échanges, études ont duré à peu près 2 ans, que le résultat final s'est fait aussi sous l'égide de l'Assemblée des départements de France, qui a suivi de près nos échanges au niveau technique et au niveau politique. Même si au final, on arrive avec peut-être un réseau qui a des trous, je ne réemploierai pas la peau de léopard, mais voilà, on a quand même un réseau relativement cohérent qui fait 15 000 km, 10 000 de voies nationales, 5 000 de voies locales, et qui nous semble avoir bien répondu à l'impératif de la loi d'essayer de limiter au maximum les reports de trafic. Ceci étant, comme ces éléments sont par nature imparfaits et pas forcément définitifs, il a bien été prévu, à la fois dans le décret fixant la consistance du réseau local du 27 juillet 2011, et c'était un engagement du gouvernement aussi, que ce réseau local puisse faire l'objet de révision. Alors, le pas de temps qui a été envisagé, c'est plutôt 1 an après l'entrée en vigueur de la taxe, parce qu'il faut quand même mener un certain nombre d'études, à la fois avant et après. Et à ce titre-là, d'ailleurs, je peux signaler que le CETRA, qui est alors maintenant le CEREMA, qui est en charge justement de la collecte de ces études, a déjà réceptionné un nombre assez important en fait, de comptages réalisés par les collectivités sur leur réseau. Sachant que pour ces comptages, la mission de la tarification, en accord avec le CETRA, a lancé effectivement une définition, une méthode de comptage qui permet aux collectivités d'avoir un guide pour faire ces comptages. La MAP, toujours elle, avait suggéré à un moment que des services annexes soient associés aux investissements faits pour l'écotaxe. Finalement, ça a été abandonné. Pour quelle raison? Alors en fait, ça n'a pas été abandonné. En fait, il y a 2 éléments. Alors d'abord, formellement, ça n'est pas abandonné, puisqu'effectivement, dans le contrat, c'est prévu. Effectivement, il n'y a pas d'engagement initial de la part d'Ecomove, mais c'est prévu. Et ensuite, pour nous, si vous voulez, la notion de service annexe, en fait, pour nous, c'est plutôt orienté sur l'interopérabilité. Et si nous n'avons pas effectivement réussi, et aussi bien dans le cours du dialogue compétitif d'ailleurs que dans l'évaluation préalable, parce que là aussi c'était ouvert dans le cadre du dialogue, mais on n'a eu aucune proposition en fait de service annexe rémunéré. En fait, et les échanges qu'on avait eus avec la MAP étaient orientés dans ce sens. Pour nous, le premier service annexe, et qui doit aussi avoir un bénéfice en termes de rémunération, c'est l'interopérabilité. Pourquoi ? Parce que si
l'interopérabilité se développe avec le mécanisme de rémunération que nous avons proposé, alors plus le développement des services interopérables se fera, plus les équipements embarqués seront amortis par différents gestionnaires de réseau, et donc moins pour nous, en fait, au niveau purement français, la charge résiduelle de ces équipements sera importante. Et c'est pour ça que dans le contrat, en fait, la principale mesure imposée, et qui est traduite d'ailleurs dans les contrats avec les sociétés de télépéage, c'est au bout de 3 ans de fonctionnement en service courant, la réalisation par Ecomove d'un audit en fait, des coûts des services de télépéage pour proposer des réductions de la rémunération de ces services. Ces réductions étant compensées effectivement par un développement de cette interopérabilité, d'autres services, etc., et permettant en fait pour nous de réduire en fait le coût effectivement de collecte. Alors, c'est prospectif. Effectivement, on ne peut pas préjuger aujourd'hui de ce que sera la situation, mais c'est vrai que dans les travaux auxquels on participe aussi au niveau européen, cette architecture est promue et justifiée et débattue. Et d'ailleurs, la Commission européenne défend ce principe, puisque s'il n'y a pas un intérêt économique à développer l'interopérabilité, alors l'interopérabilité ne sert pas à grand-chose. Et cet intérêt économique ne peut passer que par le fait que les équipements embarqués sont mutualisés. Donc aujourd'hui, c'est le schéma effectivement qui a été construit au fil effectivement des réflexions et du dialogue, et dont on espère effectivement tirer les fruits, mais effectivement dans un second temps, je dirais. Mais j'avais pourtant compris que le contrat de partenariat public-privé justement nous imposait un loyer fixe, donc notre partenaire privé va réaliser des bénéfices supérieurs ou des moindres dépenses, mais pour l'État, je ne vois pas bien où est-ce que ça va se répercuter positivement. Non, parce qu'en fait, la rémunération du service de télépéage en fait, est fixée dans le cadre du contrat pour tout le monde, comme l'a dit Antoine Maucor tout à l'heure, et après, avis et orientation de la part de l'État. Donc en fait, là, ce n'est pas Ecomove qui en tirera un bénéfice directement. En fait, c'est l'État qui révisera en fait, les prix du service, alors en traitant tout le monde effectivement de la même manière quand on est à service équivalent, et qui en tirera un bénéfice direct, puisque là, on est sur la rémunération du service aux abonnés telle qu'elle est prévue dans le contrat et telle qu'elle descend aux sociétés de télépéage. Voilà. Le point important, c'est qu'effectivement, c'est le même montant qui est payé par l'État à Ecomove et qu'Ecomove reverse aux sociétés de télépéage. Donc, à l'inverse, quand ce montant baisse, la remise revient à l'État. Et l'effet d'aubaine des autoroutes, là, vous l'avez chiffré un petit peu ? Parce que manifestement, ils vont avoir quand même un passage supérieur, dans la mesure où il n'y a aucun intérêt à passer pour eux sur le réseau taxable écotaxe, plutôt que d'éviter les autoroutes. Donc, on peut s'imaginer qu'il y aura un effet d'aubaine au niveau des autoroutes. Est-ce que vous l'avez chiffré ? Alors oui, Madame la Présidente, il y a eu un certain nombre d'évaluations qui ont été faites. Alors en volume net d'augmentation des péages, on peut être effectivement à quelques centaines de millions, 300. Bon, le chiffre de 400 qui a été avancé nous paraît quand même un peu exagéré. Cela dit, il faut le relativiser parce qu'il y aura des coûts supplémentaires engendrés par l'accroissement de la circulation des poids lourds. Alors évidemment, ces accroissements de coûts ne compensent pas la recette supplémentaire, j'en conviens. Néanmoins, il existe. Après, la réflexion quant à la possibilité pour l'État éventuellement de récupérer une partie de ces recettes supplémentaires se heurte à un certain nombre de réflexions aussi bien juridiques que techniques. Et là-dessus, je ne pourrais pas citer de pistes particulières. Je restais que sur l'évaluation de l'effet d'aubaine. Madame la rapporteure. Et la mise à disposition auprès de l'État à la fin du contrat de partenariat de l'équipement dont je n'ai pas trouvé trace réelle dans le contrat de la vérification de sa mutabilité. C'est-à-dire que certes, on nous dit qu'il doit toujours être non obsolescent, c'est-à-dire qu'on doit toujours trouver sur le marché, enfin si je me rappelle bien ce que j'ai lu, on doit toujours trouver sur le marché les pièces nécessaires pour le maintenir en état. Quand il s'agit de matériel de ce type-là, c'est loin de signifier qu'on a toujours un matériel performant. Donc moi j'ai l'impression que l'État va quand même là payer très très cher un matériel technologique de pointe dont quand il va le récupérer, il ne sera plus vraiment de pointe. On a souvent parlé de l'Allemagne
d'un dispositif installé en 2004 qui aujourd'hui n'est déjà plus aux normes notamment d'interopérabilité, etc. Donc quid de cette restitution du matériel à l'État? Alors en fait, si ce point-là est bien traité dans le contrat à travers un certain nombre d'aspects. Vous avez tout d'abord à la fin, hein, dans l'article 61 qui concerne la remise à l'État en fin de contrat, une exigence qui est posée en termes fonctionnels, hein, qui est que le dispositif doit être remis effectivement en l'état, notamment en l'état d'atteindre les performances qui lui sont imposées. Par ailleurs, tout au long de la vie du contrat, un programme et un plan de gros entretien et renouvellement sont prévus, hein, dont Ecomove a la charge. Il y a un audit qui est prévu du dispositif en fin de contrat, hein, donc quelques temps avant la fin du contrat, qui doit permettre effectivement à l'État d'avoir une idée précise de l'état du dispositif et éventuellement d'imposer à son partenaire les corrections ou les remises à niveau éventuelles qui s'imposeraient. Donc ces clauses-là sont bien prévues. Et qui fera cet audit? Qui choisira l'organisme qui fera cet audit? Est-ce que ce sera l'État, un organisme privé? Est-ce que c'est précisé? Ou est-ce que c'est Ecomove elle-même qui choisira ou qui fera? Alors le choix est précisé, mais là j'avoue que je vous répondrai par écrit ultérieurement. En tout cas, l'État est de toute façon associé à cet audit et le suit. Et de toute façon, à chaque fois, il y a toujours des mécanismes éventuellement de critique et d'échange quand il n'y a pas forcément d'accord. Hein. Mais bon, Vous avez terminé. Écoutez, je pense que voilà, on a fait 2h30. Je ne sais pas pourquoi. Je croyais que c'était que 2 heures tout à l'heure. Donc, je pressais un peu le pas. Pardon. Mais merci à vous, M. Mocor et M. Coy, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci.